Sur cette photo, Camille Pissarro a 70 ans. Il est au sommet de son art et il sent que la peinture pour laquelle il s'est battu toute sa vie est en train de prendre son envol. Fasciné par la maîtrise de la lumière, Pissarro a réussi à imposer l'idée qu'il faut peindre ce que l'on ressent et non ce que l'on voit. Sa quête est celle de tout un groupe qui révolutionna la peinture, l'impressionnisme. Pissarro est l'un des inventeurs de l'impressionnisme. Aujourd'hui, des chercheurs et des historiens marchent sur les traces de ce peintre précurseur et lèvent le voile sur un Pissarro méconnu. C'est un puzzle qui raconte une histoire. Tant qu'il manque des morceaux du puzzle, il manque des morceaux de l'histoire. À travers les lieux où il vécut, les spécialistes redécouvrent un patriarche modeste et humain qui ne vivait que pour la peinture. C'est très étrange, il y a des photos qu'on connaît par cœur et c'est pour ça que d'être ici, c'est très émouvant. Le père Pissarro, comme les impressionnistes le surnommaient affectueusement, les inspira tous et les entraîna dans son sillon. Monet ou Renoir profitèrent de ses conseils. Gauguin le revendiquait comme un maître. Tout comme Cézanne, qui le nommait l'humble et colossal Pissarro, et disait de lui: Ce fut un père pour moi. C'était un homme à consulter et quelque chose comme le bon Dieu. À New York, au sud de Manhattan, un homme travaille depuis des années à retracer le parcours de Camille Pissarro afin de mieux comprendre son œuvre et l'évolution de sa technique. Joachim Pissarro est l'arrière-petit-fils du peintre. Historien de l'art et commissaire d'exposition, il collabore avec les musées du monde entier. Joachim s'est attelé à l'inventaire exhaustif de l'œuvre de son ancêtre, une œuvre colossale qui compte aujourd'hui plus de 1500 tableaux. À la tête d'une équipe de chercheurs, il entreprend désormais de recenser l'ensemble des dessins, croquis et aquarelles du peintre. Cette recherche s'apparente parfois à une enquête policière. Ça ressemble à un nombre à 2 chiffres. Ce matin, l'équipe est sur le point de faire parler un dessin dont on sait très peu de choses. On est en train d'essayer précisément de savoir où ce dessin a été fait. On sait quand il a été fait, en 1859, Pissarro a 29 ans. Joachim tente de déchiffrer l'écriture de son arrière-grand-père. Sous la signature, un mot semble désigner un lieu. Vous voyez cette inscription plus ou moins illisible. C-H-A-N-T, on dirait la lettre E, et ici un M. En cherchant ce que ces lettres peuvent signifier, l'équipe va découvrir le nom d'un hameau, en bord de Seine, tout près d'un endroit où l'on sait que Pissarro a séjourné. Mais ça, c'est intéressant. On a identifié l'endroit, Chantmel, enfin le nom. En effet, il y a un Chantmel. Ouais, donc ça fonctionne parfaitement. On a vraiment pu retracer l'existence au jour le jour de Pissarro. Et ça apporte évidemment des données beaucoup plus factuelles, ponctuelles, enfin, qui permettent d'ancrer, si vous voulez, la pratique de Pissarro très, très précisément. Grâce à ces petites découvertes, les experts parviennent peu à peu à comprendre comment Pissarro a posé les principes d'une peinture nouvelle. Son style libre, affranchi des canons académiques, serait peut-être dû au fait qu'il est né sur une île isolée, à l'autre bout du monde. C'est Cézanne qui l'affirme. Cézanne vous dit « une tache verte ». Écoutez ça, ça suffit pour vous donner un paysage. Comme un ton de chair pour nous traduire un visage, nous donner une figure humaine. C'est ce qui fait que nous sortons peut-être tous de Pissarro. Il a eu la veine de naître aux Antilles. Là, il a appris le dessin sans maître. Il m'a raconté tout ça.
aux Antilles. Par conséquent, loin des chantiers, loin des grandes écoles d'art, loin de Paris, de Londres, de Rome. Et là, il a appris le dessin tout seul. C'est donc sur le lieu de naissance de Camille Pissarro qu'il faut peut-être chercher l'origine de son talent. Il voit le jour sur la petite île de Saint-Thomas, alors possession de la couronne du Danemark. Nous sommes en 1830, sur le port de Charlotte-Amalie. Son père, Frédéric, est un commerçant français, spécialisé dans l'import-export de quincaillerie. Il descend d'une famille de juifs portugais qui ont fui l'Inquisition. Les Pissarro vivent au premier étage de cette maison, juste au-dessus du commerce. Le jeune homme a un destin tout tracé, reprendre l'entreprise familiale. Mais il ne pense qu'au dessin, à tel point qu'il en oublie parfois de surveiller le déchargement des cargaisons, comme son père le lui a demandé. Ses premiers croquis démontrent une maturité étonnante. Déjà, dans ses premières œuvres des Antilles, on ne peut pas imaginer qu'il n'a pas suivi de cours avec des professeurs. Déjà, ses compositions sont abouties, la lumière enveloppe les formes, il y a des perspectives. Il est déjà un artiste confirmé alors qu'il a une vingtaine d'années. Pissarro rêve de peinture, mais à Saint-Thomas, l'horizon artistique est limité et il désespère d'échapper à la carrière de commerçant qui l'attend. Et alors là se trouve un événement qui va complètement changer sa vie, tout à coup. Il rencontre un type qui s'appelle Fritz Melby et qui est un peintre qui était envoyé par la couronne du Danemark, c'est un peintre de la marine, pour rapporter des paysages tropicaux qui se vendaient très bien sur le continent. Pissarro est admiratif. De 4 ans son aîné, Fritz Melby a tout d'un aventurier qui parcourt le monde et vit de son art. De son côté, Melby est impressionné par le talent du jeune peintre, à tel point qu'il lui propose de l'accompagner lors de son prochain voyage. 1852. Contre l'avis de ses parents, Camille Pissarro tourne le dos à une carrière de commerçant et s'embarque pour un voyage initiatique qui va le changer à jamais. Direction Caracas, au Venezuela. Ce voyage à Caracas est véritablement un tournant qui confirme cette volonté chez Pissarro de devenir artiste. C'est à cette époque qu'il se fait photographier en tenue traditionnelle de gaucho, le berger d'Amérique du Sud. C'est la première photographie connue de Camille Pissarro. Il a un peu plus de 20 ans. Sans plus de réflexion, je quittais tout afin de rompre le câble qui me liait à la vie bourgeoise. Empêcher un jeune homme d'aller où l'appellent ses passions est presque impossible. Quand je pense que jeune, je me suis trouvé comme tout le monde, livré à moi-même en pays étranger, libre, absolument libre. Il l'a vécu à la fois comme une brisure, une déchirure. Il en parle en disant que ça a été très très dur pour lui, mais à la fois c'est une véritable libération. Et cette libération, cet attachement à cette notion de liberté, c'est en fait le fondement de toute l'entreprise pissarienne. Tout à coup, sa vie entière est axée sur cette volonté créatrice. À Caracas, Camille Pissarro partage un atelier avec Fritz Melby. Il dessine la rue, les marchés, la campagne. Mais surtout, il découvre ce qui va devenir une des caractéristiques fondamentales de sa pratique, le plaisir de peindre à deux. Son travail à Caracas, effectivement, jette les fondements de sa façon de concevoir la peinture. Le travail, je dirais d'abord, et la confrontation avec d'autres artistes. Chez Pissarro, on ne peint pas seul. On ne travaille pas seul. Et que ce soit avec Melby ou jusqu'à la fin de sa vie où il travaille avec tous ses fils, il est toujours entouré de quelqu'un.
Après 2 années de bohème au Venezuela, Camille Pissarro est un homme transformé. Devant sa détermination à poursuivre sa vocation artistique, son père consent à le laisser partir. Il quitte les Antilles pour la France. Il ne reviendra jamais. Le 2 octobre 1855, lorsqu'il arrive à Paris, la ville s'apprête à clôturer la première exposition universelle de son histoire. Le jeune homme découvre le Palais des Beaux-Arts, où tous les grands maîtres de la peinture française sont exposés, à l'instar de Delacroix. Pissarro est impressionné, mais il se sent plus proche des peintres paysagistes, auxquels il s'identifie, et notamment Corot, adepte de la peinture en plein air, qui aura une influence déterminante sur lui. Lorsque Pissarro débarque à Paris, il est ébloui et il va regarder tout ça avec énormément d'enthousiasme, de Courbet à Corot, d'Aubigny. Tous ces artistes vont l'enthousiasmer. Ce sont des artistes qui ont déjà pris le chemin qui annonce celui de l'impressionnisme. À Paris, Pissarro va prendre des cours pour la première fois de sa vie. Il essaie plusieurs ateliers, mais ne s'épanouit guère dans l'enseignement académique qui y est dispensé. Il pose finalement son chevalet dans un cours sans professeur, l'Académie suisse, où les élèves peuvent peindre d'après des modèles vivants. C'est là, en croquant des nus, qu'il fait la rencontre de 2 jeunes peintres qui deviendront des artistes majeurs et qui l'accompagneront toute sa vie. Claude Monet et Paul Cézanne. Tous veulent se démarquer de la multitude de jeunes peintres venus tenter leur chance à Paris. Mais pour réussir, il n'y a qu'un seul moyen, être accepté au temple de l'art académique, le Salon. Sous le Second Empire, c'est le seul endroit où l'on peut exposer. Les salons de l'époque étaient des événements extraordinaires d'importance. D'importance d'abord par le nombre d'artistes, le nombre d'œuvres exposées. Ce sont des milliers d'œuvres exposées. Et je dirais que la cote d'un artiste va se jouer au salon. Hors du salon, pas d'existence, pas de reconnaissance, pas de code. Parce que si vous n'étiez pas juste au salon, vous pouviez jamais vivre de votre art. C'était le seul moyen, ça avait lieu 1 fois par an. Il fallait impérativement que vous soyez vu au salon. Le tout Paris défile en tenue d'apparat, devant les toiles et les sculptures de l'année. Tout ce que la capitale compte de notables, d'intellectuels ou de critiques d'art côtoie les bourgeois qui scrutent de près les nymphes dénudées des scènes mythologiques ou encore les grandes batailles. Dans cette forteresse de l'art officiel, tout est codifié par l'Académie des Beaux-Arts, qui dicte ce qui est beau et convenable. Contre toute attente, Camille Pissarro parvient néanmoins à placer 7 toiles en 1859, un petit tableau de 20 cm, un peu perdu parmi l'incroyable quantité d'œuvres qui recouvrent entièrement les murs. Difficile d'affronter toutes les épreuves du salon pour un jeune peintre qui voit effectivement ses œuvres reléguées au 3e ou 4e rang, presque sous le plafond. C'est une épreuve supplémentaire pour faire reconnaître son talent et ses choix. Pissarro comprend vite qu'il va être très dur de se faire une place dans ce carcan. Pourtant, les quelques fois où il parvient à être exposé, il s'attire quelques bonnes critiques. « Vous êtes un artiste que j'aime », écrit Zola, séduit par la vérité de ses paysages. L'écrivain deviendra l'un de ses plus fervents défenseurs. C'est là la campagne moderne. On sent que l'homme a passé, fouillant le sol, le découpant, attristant les horizons. Et ce vallon, ce coteau sont d'une simplicité, d'une franchise héroïque. Mais la plupart du temps, le jeune peintre est confronté à la dureté du jury qui rejette ses toiles et les remise dans les entrepôts du salon, aux côtés de centaines d'autres tableaux refusés. En 1863, le jury est tellement intransigeant
que Napoléon III lui-même intervient. Il autorise les peintres refusés à exposer dans un salon parallèle. Camille Pissarro et ses amis de la jeune génération y présentent leurs toiles. Ils vont se faire éreinter par des critiques qui n'ont d'autre but que de démontrer que le seul art véritable est l'art académique. Ce salon des refusés, c'est le volcan. Si vous voulez, eux sont en train de lancer des petites étincelles comme ça, et tout à coup, le salon des refusés, c'est l'arrivée du principe que d'échouer au concours des beaux-arts n'est pas nécessairement un échec pour soi dans sa poursuite artistique. Le salon des refusés agit comme un révélateur. Peu à peu, Pissarro, mais aussi Monet, Cézanne, Renoir, Manet ou Degas prennent conscience qu'ils font partie d'une seule et même avant-garde. Se réunissant dans des cafés ou des ateliers, ils commencent à rêver ensemble de pouvoir imposer une autre vision de l'art. La particularité de ce petit groupe, ce petit noyau d'amis, c'est qu'ils vont se dire, nous, on va complètement rejeter ce système, on va aller à l'encontre de ce système, personne n'avait osé le faire. Camille Pissarro et les futurs impressionnistes ont soif de liberté. Et c'est loin de la capitale et de son atmosphère étriquée qu'ils vont la trouver. Tous se mettent à parcourir la région parisienne pour peindre sur le vif. Leur atelier est désormais en plein air, grâce aux tubes de peinture et aux chevalets portatifs inventés récemment. Ils découvrent de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. C'est une période où Pissarro, et Cézanne et les premiers impressionnistes sont en train de mettre en système cette vision du paysage, cette traduction des sensations en face du paysage. C'est-à-dire que ce n'est pas traduire ce que l'on voit qui est important, c'est traduire ce que l'on ressent. Ils vont rentrer en quelque sorte dans ce paysage et nous le faire partager comme si on y était, pas seulement comme si on était un observateur. Ils vont violer entre guillemets deux tabous, présenter un paysage qui n'est qu'un paysage, qui ne présente pas de sujet historique, ce n'est pas de la grande peinture. Et deuxièmement, ils vont montrer la façon dont ils l'ont fait, ils vont montrer la touche, ils vont montrer les coups de pinceau. Ce qu'ambitionnent Pissarro et ses amis, c'est de parvenir à capter la lumière dans l'instant. Cherchant une peinture très lumineuse, ils vont utiliser une gamme complète de couleurs pures, des couleurs nouvelles. Ils posent vraiment les marques en fait, qui vont suivre après de ce que va être la peinture impressionniste, une peinture très claire et lumineuse. Comme à ses débuts aux Antilles, Pissarro s'épanouit dans la confrontation avec d'autres artistes. Avec Monet, Renoir et Sisley, il se retrouve régulièrement à Louvciennes, un petit village de l'ouest parisien. Ils y posent leurs chevalets pour peindre côte à côte. Ils sont en train de créer un peu une sorte de communauté artistique, un peu genre les années 60, quoi, un peu hippie. C'est carrément un chantier d'un nouveau langage artistique qui est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, ils sont très similaires en facture. Quand Monet, Pissarro et Sisley, on pourrait presque cacher la signature et on ne sait pas trop qui a peint quel tableau. Ils n'ont pas encore vraiment leur spécificité. Les mêmes paysages, les mêmes rues, peints aux mêmes saisons. À Louvciennes, Monet, Pissarro et Sisley font leur gamme. Camille Pissarro est tellement inspiré par l'endroit qu'il choisit d'y vivre avec sa femme et ses 2 enfants. Car depuis quelques années, il partage sa vie avec Julie, une ancienne domestique qui travaillait au service de sa famille. Il s'installe dans cette maison, mais la vie à Louvciennes n'est pas simple, comme l'écrira plus tard Pissarro en parlant de lui-même. J'ai connu un peintre qui avait 2 enfants, femme et 80 francs par mois pour tout potage. Eh bien, ce bonhomme et sa famille mangeaient bien, ne portant, c'est vrai, des souliers que quand ils allaient à Paris. Ce sont des années de misère. Ils sont tous jeunes artistes, totalement inconnus. Ils n'ont pas de marchand et en effet, ils crèvent tous de faim. Depuis 8 jours, pas de pain,
pas de feu pour la cuisine, même pas de lumière. Je passe mon temps chez Monet. On ne bouffe pas tous les jours, mais je suis content pour la peinture. Soudés par la misère, les artistes s'entraident. Pissarro garde l'espoir qu'ensemble, ils finiront par réussir. Mais l'histoire va en décider autrement. Juillet 1870, la guerre éclate avec la Prusse. Devant l'avancée des troupes ennemies, le peintre et sa famille doivent fuir précipitamment Louvciennes, qui risque d'être occupée. Ils prennent le chemin de l'exil et embarquent pour l'Angleterre. La famille s'installe dans la banlieue sud de Londres. Plus tard, certains de leurs enfants s'y installeront à leur tour. Aujourd'hui, c'est là que vit un autre arrière-petit-fils de Camille Pissarro, Lionel, le frère de Joachim. Avec son épouse Sandrine, il gère la plus grande partie des archives personnelles du peintre. Voilà, celle-là. Elle est extraordinaire, cette photo. Des centaines de lettres et surtout 1500 photographies qui révèlent un Pissarro intime. Et Camille qui est là, avec son chapeau extraordinaire, là, totalement détente. C'est un puzzle qui raconte une histoire. L'histoire se complète de chapitres ou de petits chapitres qui manquaient. Et c'est ça qui est fascinant dans cette aventure. Alors c'est vrai qu'on comprend l'histoire, mais surtout on comprend l'homme. Un homme épris de liberté qui, à Londres, va choisir de se marier enfin avec Julie, sa compagne, contre l'avis de sa propre famille. La maman de Camille refuse sa bru parce qu'elle estime que c'est une femme qui n'est pas digne de son fils. C'était une femme qui était au service de la famille comme employée de maison et elle n'en a pas une haute idée ni une haute estime. Et puis, Julie n'est pas juive, cela déplaît aussi à la mère de Camille. C'est vrai que le mariage à Londres, il se fait dans une certaine, pas clandestinité, mais avec tout de même un rejet notoire. Camille, lui, est un libre penseur. Il semble pouvoir s'accommoder de ces reproches qui lui sont adressés et ça n'a pas l'air de le perturber outre mesure. À Londres, l'artiste ne reste pas longtemps isolé. La ville grouille de Français qui fuient la guerre, parmi lesquels une vieille connaissance avec qui il recommence très vite à peindre. Il va retrouver Monet ici à Londres. L'un et l'autre vont être tout de suite séduits par la ville de Londres qui leur offre une quantité de sujets qui les intéressent. Dans les rues de la capitale britannique, Pissarro rencontre surtout un homme qui va avoir une influence déterminante sur sa vie. C'est le marchand d'art Paul Durand-Ruel. Un jour, le peintre pousse la porte de sa galerie londonienne et y laisse 2 tableaux. Il ne va pas tarder à recevoir une réponse. Mon cher monsieur, vous m'avez apporté un charmant tableau. Et je regrette de ne pas avoir été à ma galerie pour vous faire mes compliments de vive voix. Dites-moi donc, je vous prie, le prix que vous en voulez et soyez assez aimable pour m'en envoyer d'autres dès que vous le pourrez. Il faut que je vous en vende beaucoup ici. Signé Durand-Ruel. Cette lettre est extraordinaire parce que déjà, c'est la première fois que Pissarro a un marchand qui s'intéresse à lui. En plus, on voit dans cette lettre que Paul Durand-Ruel lui demande son prix. On n'a jamais demandé un prix à Pissarro. Il a toujours vendu pour des clopinettes, vraiment une misère, ces toiles à qui on voulait. C'est-à-dire, il avait une toute petite poignée d'amateurs. Et là, il a un grand marchand qui s'intéresse à lui, qui lui demande son prix, qui lui dit « Je vais vous vendre énormément de toiles ». C'était un miracle, en fait. Enfin, un peu de stabilité rentrait dans sa vie. Dans les archives de la famille Durand-Ruel, Claire, l'arrière-arrière-petite-fille du marchand, veille sur un incroyable trésor. Au cœur de ses registres,
toute l'histoire des peintres impressionnistes est consignée. Paul Durand-Ruel leur a acheté près de 12 000 tableaux, plus d'un tiers de la production du mouvement. Dans ses livres de contes, Claire a retrouvé les 2 premières toiles que Paul Durand-Ruel a achetées à Pissarro à Londres. Et là, vous allez voir les 2 tableaux qu'il a achetés à Pissarro sous le stock 2031. Il y a écrit Pissarro avec un R, une faute d'orthographe, Sydenham, une vue de Louvre, qu'il a acheté à Londres en 1870 et qu'il a payé 400 francs. Voilà, leur histoire commence à ce moment-là, et au fur et à mesure de tous les autres livres, ça va aller crescendo, et Paul Durand-Ruel va acheter de plus en plus de tableaux de Pissarro. Il va acquérir plus de 500 tableaux. C'est un acheteur boulimique. Quand il aimait un artiste, il ne comptait pas. Grâce à ces archives, Claire, une experte de l'œuvre de Pissarro, a pu retracer précisément 30 années de collaboration entre le peintre et son marchand. Tout se trouve dans ces livres, donc pour moi c'est absolument fantastique parce qu'on retrace comment ils travaillaient ensemble, quels étaient les prix, sa cote, enfin on suivait toute la vie de l'artiste. Au fil de ces archives, on se rend compte que pour Camille Pissarro, Paul Durand-Ruel n'était pas qu'un marchand, mais un soutien au quotidien. Mon cher monsieur Durand-Ruel, je compte aller à Paris, mais j'ai les enfants malades. La rougeole est en plein ici. Aussi mon travail s'en ressent. Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer 1000 francs, ainsi qu'il était convenu? Avec son père, Paul Louis, Claire a réalisé que leur ancêtre avait en fait inventé un nouveau métier, celui d'agent, qui gérait toute la vie des impressionnistes, jusque dans leur intimité. Les peintres disaient, voilà, je dois tant à mon marchand de couleurs, je dois tant à mon tailleur, je dois tant à mon médecin, pouvez-vous régler ça? Il était marchand, banquier, père de famille, oui, il faisait tout, il avait tous les rôles. Monet a fait une déclaration à un journaliste en disant « Paul Durand-Ruel, sans lui, nous, les impressionnistes, nous serions morts de faim. » Avec ce marchand qui comprend enfin son art, Camille Pissarro a l'espoir que les choses s'améliorent, d'autant que l'on annonce la fin de la guerre. Mais lorsqu'il rentre en France, en juin 1871, c'est une catastrophe qui l'attend. Sa maison de Louvciennes a été occupée par l'armée prussienne pendant la guerre. Tout a été saccagé, et surtout, l'ensemble de ses œuvres. J'en avais de 12 à 1500, tableaux, études, croquis. Le travail de 20 ans de ma vie. Ils avaient brûlé toutes ces toiles, enfin ils avaient déchiré les toiles, séparé les toiles des châssis. Les châssis en bois, ils les avaient brûlés pour se chauffer. Les toiles étaient par terre, servaient de tapis. Donc ça a été un choc pour lui de retrouver sa maison totalement pillée. Il perd plusieurs centaines de peintures, c'est énorme. D'ailleurs, ça va certainement lui nuire et lui poser des problèmes. Un artiste vivant très fréquemment en vendant les toiles anciennes. Il perd son stock commercial, mais aussi il perd une certaine visibilité, parce que c'est autant d'œuvres qui ne seront pas dans des collections. C'est un vrai désastre pour lui. Et on imagine très bien qu'il envisage d'aller ailleurs. Avril 1872. Avec sa famille, Camille Pissarro quitte Louvciennes à la recherche d'un nouveau havre de paix. Ce sera Pontoise, un petit village à 30 km au nord-ouest de Paris. À plus de 40 ans, Pissarro doit tout recommencer à zéro. Mais il n'a pas le choix, car il faut qu'il produise à nouveau. Comme à son habitude, c'est à pied qu'il découvre les différents panoramas que lui offre son nouvel environnement. Christophe Duvivier les connaît tous. Directeur des musées de Pontoise, il marche sur les traces de l'artiste pour comprendre comment, à cette époque, Pissarro va introduire un nouvel élément dans sa technique. Donc on arrive à un point où on peut voir le quartier de l'Ermitage, avec la vieille ville qui se cache derrière les coteaux. Ces arbres qui masquent la vue, le peintre va s'en servir pour donner du relief et de la complexité à sa peinture. Pissarro s'enfonce dans les motifs, il s'enfonce dans la ville,
il va dans les sentes, il cherche des points de vue avec des branchages. Enfin, selon les cas, Pissarro aimait bien avoir un premier plan qui donne l'impression d'être dans le motif. À cette période, il va peindre plus de 350 toiles et développer un thème de prédilection, la vie paysanne au rythme des saisons. Il n'y a pas quasiment aucune toile de Pissarro sans la présence d'un paysan. Soit qui est en train de gratter la terre, soit qui est en train de revenir du marché, qui se promène, qui rentre chez lui. Il y a toujours un paysan dans ces toiles. Il va tout d'un coup le prendre comme motif principal et le paysan va envahir toute la toile. Et là, on va avoir pendant 2-3 ans des magnifiques toiles avec justement ces belles figures paysannes, essentiellement des femmes. Ne regardent pas le spectateur, elles ont souvent un air rêveur, mélancolique. Elles n'ont jamais l'air malheureuses. Les paysans de Pissarro sont bien dans leur environnement, sont heureux. Des instantanés de vie très simples. La vérité d'un quotidien sans phare. Un regard bienveillant qui laisse transparaître un Pissarro profondément humain. À l'image du patriarche qu'il est en train de devenir pour un petit groupe d'amis artistes qui viennent travailler à ses côtés. Pissarro me fait penser à un aimant. Et j'aime bien l'idée du mot dans les doubles sens du mot, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'aimer et en même temps quelqu'un qui attire de manière magnétique. Il est comme ça très attirant pour une quantité d'artistes. Il est d'une grande honnêteté, d'une grande intégrité dans le jugement qu'ils portent sur leur travail. Et ça en fait un homme, un artiste très attirant pour les jeunes générations. Pissarro a toujours aimé peindre en compagnie d'autres artistes. Mais désormais, pour certains, il va devenir un maître. C'est du moins ainsi que Cézanne le considère. Pissarro a toujours cru en son talent contre l'avis de tous. À partir de maintenant, les deux hommes deviennent inséparables. Va s'établir progressivement, ce qui est assez unique à l'époque, une collaboration qui va s'étaler sur une dizaine d'années, où les deux artistes travaillent fréquemment côte à côte, ont des échanges, des commentaires, des analyses de ce qu'ils sont en train de faire presque au jour le jour. Cézanne va même jusqu'à copier cette toile de Pissarro pour comprendre comment, au fil des années, il est parvenu à éclaircir sa palette. Désormais, Cézanne, lui aussi, va évoluer vers une peinture claire. Très très vite, je crois qu'il y a un véritable échange et que Pissarro trouve en Cézanne autant, sinon plus peut-être, que Cézanne trouve en Pissarro. Cézanne s'installe près de chez Pissarro pour travailler à ses côtés. Ils peignent les mêmes motifs, mais très vite, le patriarche va le pousser à affirmer sa propre identité. Il est à quelques mètres de Pissarro, de toutes les façons, donc il voit pratiquement la même chose. Cézanne va retirer les arbres du premier plan, va simplifier les masses, va simplifier la palette et la gamme chromatique. Et puis Pissarro, qui à l'inverse, va au contraire créer un effet de faïençage, c'est-à-dire qu'il va mettre un arbre au premier plan, il va essayer de ramener toute la complexité visuelle comme ça dans le plan, avec un miroitement chromatique extrêmement poussé, travaillant beaucoup sur la couleur et la lumière, alors que Cézanne stabilise, Pissarro rend de plus en plus complexe. On a déjà, sur la comparaison de ces deux tableaux, pratiquement les prémices très lointains, mais quand même du cubisme, dans la structure de Cézanne, évidemment. Et puis, chez Pissarro, on a déjà des caractéristiques qui seront développées ensuite par le néo-impressionnisme. C'est tout à fait étonnant. Donc, on voit, dans ce cas précis, que Cézanne devient Cézanne et Pissarro, d'autant plus Pissarro. Voilà. Cette influence, le père Pissarro, comme le surnomment ses amis, va désormais l'exercer sur toute une génération d'artistes qui ne tarderont pas à devenir célèbres. Plus tard, c'est Gauguin qui va venir former son œil, sa palette, son regard au contact de Pissarro.
Il va aussi avoir un dialogue avec les deux frères Van Gogh pendant leur présence à Paris. Et Matisse, ça n'est pas encore le grand peintre fauve qu'il va devenir. Et pourtant, Pissarro regarde ses premières toiles de Matisse avec un œil très averti, presque visionnaire, en lui disant « Vous avez du talent ». Inspirateur de talent, Pissarro va aussi dévoiler une autre facette de sa personnalité, celle d'un leader qui peut entraîner tout un groupe. À Paris, les salons continuent, toujours aussi sévères. Pissarro ne veut plus se soumettre à leurs diktats. Il est persuadé qu'ensemble, les peintres d'avant-garde sont maintenant assez forts pour exister par eux-mêmes. Avec Monet, il rédige les statuts d'une société anonyme, dont l'objectif est d'organiser une grande exposition indépendante et parvient à fédérer une trentaine de peintres, dont Renoir, Sisley, Degas, Berthe Morisot et bien sûr Cézanne. Le collectif a même trouvé un lieu. C'est Nadar, le célèbre photographe, qui va prêter son atelier. On est loin du formalisme du salon. Il n'y aura pas de jury, pas de récompense, et tout le monde aide à la préparation de l'événement. Le 15 avril 1874, l'exposition ouvre ses portes. Les réactions ne se font pas attendre. Ironiquement, Camille Pissarro dira « Notre exposition va bien, c'est un succès. La critique nous abîme et nous accuse de ne pas étudier. Je retourne à mes études. Cela vaut mieux que de lire. On n'apprend rien avec eux. » Le plus célèbre critique d'art de l'époque, le féroce Louis Leroy, raconte sa visite de l'exposition en compagnie d'un ami. S'arrêtant devant Gelée blanche de Pissarro, il s'écrie « Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez une gelée blanche sur des sillons profondément creusés. » Ça, des sillons ? Ça, de la gelée ? Mais ce sont des gratures de palettes posées uniformément sur une toile sale. Ça n'a ni queue ni tête. Ni haut, ni bas, ni devant, ni derrière. Peut-être, mais l'impression y est. Eh bien, elle est drôle, l'impression. Presque tout y est, en fait, dans ce dialogue. Effectivement, on voit, quand on regarde la peinture de près, des accumulations d'empattements, de couleurs, qui évoquent, pour un public qui est habitué à des peintures léchées, finies, glacées, on ne voit même pas la trace d'une brosse. C'est très, très dérangeant. Le critique continue sa visite et s'arrête devant le tableau de Monet intitulé « Impression, soleil levant ». Devant tant d'impressions, il intitulera son article « L'exposition impressionniste ». Le mot est lâché, le groupe a désormais un nom. Le grand défi amené par les impressionnistes chez Nadar en 1874, c'est peut-être avant toute chose de montrer à ceux qui les aiment, à ceux qui les détestent, qu'il est possible de trouver un système alternatif au sacro-saint système des beaux-arts qui s'était imposé de façon unique et sans aucune espèce de concurrence possible. Les impressionnistes ont gagné ce premier pari et brillent même par le scandale. Mais ils ne vendent aucune toile. Et côté financier, c'est la débâcle. Déficitaire, la société est dissoute. Et la réponse que Pissarro trouve pour affronter tout ça, c'est l'adhésion farouche à l'idée de groupe. Nous faisons face à tant d'hostilité, tant de rejets, tant d'épreuves, que le seul moyen qui est à notre disposition pour imposer nos idées et faire reconnaître notre talent, c'est le fait d'être ensemble. Camille Pissarro remotive les troupes et 2 ans plus tard, s'ouvre la 2e exposition impressionniste dans la galerie du marchand Paul Durand-Ruel. De nouveaux talents ont rejoint le groupe, comme Caillebotte, qui exposera les raboteurs de parquet. Les expositions se succèdent au fil des années.
Et même si de plus en plus de critiques se mettent à défendre leur art, financièrement, c'est une catastrophe. Et des tensions font leur apparition. D'année en année, le groupe va commencer un petit peu à se disloquer. Les désaccords vont apparaître. Monet, Renoir, Sisley, eux, ils sont repartis au salon en se disant ça ne marche pas nos expositions, donc ça suffit, là on a essayé, mais on ne va pas poursuivre. On voit bien que c'est un échec complet. Pissarro sera le seul en fait qui va rester fidèle à ses convictions. Il aura des difficultés à se faire entendre, puisqu'il sera le seul peintre du groupe à participer aux 8 expositions du groupe. Pour la dernière exposition impressionniste, en 1886, Camille Pissarro se lance dans une nouvelle expérience picturale, la technique pointilliste, systématisée par 2 jeunes peintres, Seurat et Signac. Cette approche est baptisée néo-impressionnisme, et elle est très loin de faire l'unanimité. Les amis du peintre désapprouvent. Le marchand Paul Durand-Ruel cesse de lui acheter des toiles. Mais il persiste. Il va toujours suivre ses sentiments. Et c'est peut-être pour ça qu'il a peut-être eu plus de mal à vendre, parce qu'il a moins cherché le filon, comme d'autres. Il va vraiment chaque fois peindre ce que lui aime peindre. Et si c'est au détriment des ventes, eh bien, c'est pas grave, ça sera au détriment des ventes. C'est un homme qui ne renonce à rien, ne sacrifie rien et poursuit comme ça ses engagements avec une ténacité, une intégrité absolue. C'est assez admirable, c'est la définition du courage intellectuel et artistique. Mais cette intégrité a un prix. La famille est en crise. Son épouse Julie n'en peut plus. Pissarro écrit à son fils. Elle croit donc que cela m'amuse de courir dans la neige, dans la boue, du matin au soir, sans le sou dans la poche. Voilà donc où nous en sommes, l'obscurité, le doute, des querelles. Et il faut avec cela faire de l'art, sans quoi tout est perdu. À bientôt 60 ans, marqué par l'adversité, Camille Pissarro aspire à prendre le large et à se recentrer sur sa famille. C'est loin de Paris qu'il va enfin trouver la sérénité. À Éragny, un petit village proche de la Normandie, il a repéré une maison avec un grand jardin, idéal pour toute la famille. C'est là qu'il va écrire une nouvelle page de sa quête artistique dans cette grange au fond de la propriété. L'artiste en fait son atelier. Bienvenue chez Pissarro. Le lieu n'a pratiquement pas changé. Aujourd'hui, c'est l'arrière-petit-fils du peintre, Lionel Pissarro, qui fait la visite. Christophe Duvivier découvre l'endroit pour la première fois. Presque l'impression de voir Pissarro qui va sortir de l'atelier parce qu'on retrouve tout ce qu'on connaît à travers les photos et la peinture. Oui. Ça, c'est très émouvant. Et ça, c'est la singularité de ces maisons d'auteurs ou d'artistes célèbres qui laissent une empreinte sur le lieu après leur mort. C'est leur force. Ce qui est intéressant quand on est ici, c'est qu'on est dans une sorte de micro-géographie de Pissarro, avec un point focal central qui est l'endroit où nous sommes, selon qu'on se tourne dans les différents angles tout autour de nous, et se décline toute une palette d'angles de vue qu'il a exploité sans arrêt, sans s'en lasser. À Éragny, un problème de santé va contraindre l'artiste à changer sa façon de peindre. Lui qui a passé sa vie en pleine nature est désormais contraint de rester à l'abri à cause d'une infection à l'œil. Pour la première fois de son existence, le peintre va regarder le monde depuis sa fenêtre. Ah oui.
Alors cette baie vitrée, c'est la première chose qu'il fait construire dès qu'il achète la maison. Et il fait voilà, cette grande baie vitrée qui est jolie là. On sait qu'il y a tellement de choses qui ont défilé sur ces murs, comme on peut le voir sur les différentes photographies. Et cette fenêtre qui est magique aussi, puisque cette fenêtre avec ce petit escalier, comme vous savez, c'est là qui est assis avec et cette fenêtre rectangulaire. C'est très étrange. Il y a des photos qu'on connaît par cœur et tout d'un coup, on est voilà. Ce sont les tableaux. On est en 3 dimensions. C'est des heures de présence. C'est comme un musicien. Il est derrière son piano tout le temps. Eh bien, lui, il est devant son sujet tout le temps, avec cette assiduité, je dirais, quotidienne. On entendait les clochers de l'église. De Bazincourt. Ouais. Il était vraiment au calme. Il n'entendait rien. Ouais, rien du tout. À Éragny, Camille Pissarro peut se consacrer pleinement à son rôle de père. Il va s'occuper de sa tribu. Lui qui est devenu un maître pour ses compagnons impressionnistes, tient à transmettre le goût de la peinture à ses 6 enfants. Il a une vraie vocation de père, d'abord. Il est très investi dans sa fonction de père de famille. Il prend ça très au sérieux, contrairement à beaucoup d'artistes. Il a élevé ses enfants. Et il les a éduqués artistiquement. Puis il a tellement, sa vie, c'est tellement la peinture, et il a tellement fait presque de la vie familiale la peinture. Tout ça est un tout, en fait. Pissarro encourage ses enfants à créer à leur tour. Tous ensemble, ils peignent, ils dessinent, et ils vont même éditer un journal hebdomadaire. Pissarro initie aussi ses enfants à la gravure, un art dans lequel il excelle. Le foyer familial est devenu un lieu de création expérimentale où chacun trouve sa voie. Ses fils Lucien, Georges, Félix, Ludovic Rodolphe et Paul-Émile deviendront d'ailleurs des artistes reconnus. Le patriarche a trouvé son idéal de vie. Une existence libre et proche de la nature, en totale adéquation avec la pensée anarchiste, alors en plein essor en France. Camille Pissarro soutiendra d'ailleurs ce nouveau mouvement, fournissant même des dessins à des publications anarchistes. Et après une vie de difficultés et de combats, il va enfin connaître le succès. Pissarro a abandonné le pointillisme et son marchand Paul Durand-Ruel a renoué avec lui consacrant plusieurs expositions à Paris, mais aussi à Londres et à New York. Ses toiles se vendent enfin. La critique est unanime. Le peintre va alors explorer un nouveau thème, la ville. Pissarro, c'est un homme qui s'est tout le temps renouvelé. Alors que tous ses amis impressionnistes quittent la ville à la fin de leur vie, lui, il va s'installer en ville et y trouver un stimuli énorme pour son travail. Ces vues urbaines qui sont très ambitieuses quand on voit le détail de toute cette agitation humaine qui se déploie sous ses yeux, le va-et-vient des omnibus, des fiacres, des passants, et également la lumière, parce qu'il étudiait la lumière, il travaillait sur plusieurs toiles à la fois, il passait d'une toile à l'autre. Et là, il a cette espèce de second souffle qui lui donne ce courage, cette énergie de peindre sans relâche ces vues de ville, et Pissarro a l'élan d'un jeune homme. Souffrant toujours d'un problème à l'œil, il ne peint plus qu'aux fenêtres des endroits qu'il fréquente. Par moments, Pissarro laisse sa famille à Éragny et vient peindre à Paris, où il loue des chambres d'hôtel en fonction de la vue. Lorsqu'il a trouvé un cadre qui lui plaît, il va le peindre avec acharnement par toutes les lumières.
des séries qui comptent jusqu'à 60 tableaux depuis une même fenêtre. Il s'aventure aussi au Havre et à Rouen. Lumière, mouvement, détail. Sa peinture n'a jamais été aussi maîtrisée. Durant cette période, Pissarro peindra plus de 300 toiles. Rien ne semble pouvoir arrêter cette frénésie créatrice. Mais fin octobre 1903, il tombe subitement malade. Sa femme et ses enfants se rendent à son chevet. Camille Pissarro meurt à Paris le 13 novembre 1903. Il a vraiment marqué ses contemporains. À sa mort, tout le monde louait justement sa grande bonté, son ouverture d'esprit. Il lègue un tel enseignement qu'il continue d'exercer une influence durable des années après sa mort. C'est aussi quelqu'un qui a trouvé l'esthétique dans ce qui peut paraître à première vue banal. Il suffit de reciter les noms de Cézanne, de Seurat ou de Gauguin pour comprendre que la modernité et la peinture française est passée entre ses mains. Il a vraiment initié des choses qui sont fondamentales dans la modernité. Plus tard, Cézanne se souviendra de son maître et résumera d'une seule phrase l'influence de Camille Pissarro sur tout un mouvement. C'est lui, oui, le premier impressionniste.